Et le dividende, pour l'actionnaire, c'est une opération qui est neutre. L'image qu'on prend, c'est souvent quand on va retirer du cash au distributeur, on a 100 euros sur son compte, on retire 10 euros, on a toujours 100 euros, on a 90 euros sur le compte et on a 10 euros dans la main. Le dividende, c'est le même principe. Le problème des dividendes, c'est qu'en fait, toutes les entreprises ont un cycle de vie. Si tu vas chercher des dividendes, tu vas naturellement tomber sur des boîtes matures, c'est-à-dire des boîtes qui n'ont plus trop de projets à financer, qui ne sont pas endettées non plus à des niveaux extrêmes, etc. C'est-à-dire que la plupart des investisseurs en stock picking sous-performent le marché. Ça, c'est un fait. Et ce n'est pas un fait à 52% contre 48%. C'est un fait en gros à 80%. Le stock picking, c'est vraiment pour les passionnés et ça demande un bon suivi et surtout une discipline de faire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, un format un peu spécial puisque je suis dans le studio, mais mon invité est à Biscarrosse et on vous expliquera pourquoi dans quelques instants. Salut Xavier. Salut Mounir, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'exception d'enregistrer l'émission à distance. C'est vrai que je vais assez peu à Paris, donc voilà, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir, écoute, donc Xavier Delmas, tu as été trader et banquier privé pendant une quinzaine d'années, donc tu as une grosse expérience sur les marchés financiers. Aujourd'hui, tu te définis en tant qu'investisseur puisque tu as plutôt basculé du côté immobilier. Avant de plonger dans le sujet du jour qui sont les dividendes, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à devenir investisseur immobilier aujourd'hui ? En fait, comme tu le dis, j'ai démarré par la finance de marché, donc j'étais en salle de marché dérivés actions et je faisais du trading pour compte propre, c'est-à-dire que j'investissais l'argent de la banque sur États-Unis, Europe, Asie, sur ce qu'on appelle event-driven, c'est-à-dire que j'étais surtout sur tout ce qui est fusion-acquisition en cours ou bientôt en cours, sur des liquidations, des faillites, tout ce qui est un peu bizarre et qui fait peur aux autres investisseurs, des situations comme Orpea aujourd'hui. Donc ça, j'ai fait ça effectivement jusqu'en 2008. En 2008, j'étais à Londres à cette époque-là. Je voyais bien que la finance, ça marchait plus comme avant. Moi, je m'en tirais pas trop mal, mais je voyais autour de moi que les desks perdaient beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, c'est le moment pour moi d'arrêter le trading. Donc, je voulais une activité beaucoup plus cool. Donc, je suis parti à Genève dans la banque privée. Plutôt côté opération, je voulais plus du tout toucher au marché. Donc j'ai fait ça effectivement pendant ensuite une dizaine d'années. Et puis j'en ai eu marre. J'avais pas mal épargné, j'avais beaucoup investi. Et donc j'ai un peu tout plaqué pour passer de Genève au sud-ouest, acheter des appartes, maisons, rénover, vivre de ça, vivre de la partie immobilier, location saisonnière, la location Airbnb comme on dit. Et puis à côté de ça, je suis un fan d'investissement, donc je continue à investir, à faire du stock picking. Et puis je produis du contenu, podcast et vidéos sur YouTube, notamment en collaboration avec Zone Bourse. Donc voilà, j'ai trouvé un bel équilibre aujourd'hui où j'ai du temps pour moi, où j'ai du temps pour mes investissements, et puis je partage ce que je sais avec pas mal de monde, notamment sur YouTube. Trop bien. Tu as atteint le rêve, je pense, de beaucoup d'investisseurs, c'est l'indépendance financière. Comment tu l'as défini, toi ? C'était un montant que tu t'étais fixé ? C'était quoi le cap que tu t'étais fixé pour dire, là, maintenant, je peux y aller et je peux tout plaquer ? C'est pas évident comme question. L'indépendance financière, pour moi, il faut surtout pas confondre avec rentier. Rentier, c'est on n'a pas besoin de travailler. Indépendance financière, c'est on est libre financièrement, donc on dépend de personne. Ce qui est un peu faux dans le sens où moi je dépends de clients, de locataires. Après j'ai quand même diversifié mes sources de revenus. J'ai la création de contenu, c'est un revenu auquel je ne touche pas aujourd'hui, qui part direct en bourse tous les mois. Donc ouais, indépendant financièrement, pour moi, c'est déjà faire le travail que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux. C'est ça le côté indépendant, en fait. C'est que tu n'as pas de chef, tu n'as pas de trop grosses contraintes. Mais après, tout le monde le place où on veut. Après, c'est moins un montant, j'ai envie de dire, qu'une réallocation de mon patrimoine que j'ai fait. Je travaillais à Genève, j'étais frontalier, j'avais une énorme maison, j'avais un appartement qui valait beaucoup d'argent dans une station UP de la Haute-Savoie. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, j'ai regardé mon patrimoine et je me suis dit, waouh, je gagne très bien ma vie, mais j'ai beaucoup de biens qui ne rapportent rien, en fait.
Les biens J'ai de jouissance. les biens de jouissance, j'ai ma maison qui fait 320 mètres carrés à 500 mètres de la frontière suisse. J'ai mon appartement à Megève, etc. Plus d'autres choses à côté, plus des portefeuilles boursiers. Mais pourquoi il y avait un petit côté, pourquoi est-ce que je ne vais pas en fait, changer la location, avoir alloué moins à ma résidence principale, louer le reste et comme ça gagner de l'indépendance financière. Mais sinon, c'est certain que on peut se fixer une somme, mais c'est surtout un cap mental à passer, je pense, que beaucoup plus qu'une somme sur un compte en banque, parce que je connais énormément de gens qui pourraient le faire et qui ne le font pas, parce qu'ils sont bloqués, en fait. Je pense que beaucoup de tes anciens collègues, et d'ailleurs beaucoup de gens qui bossent encore dans la finance, ont des revenus énormes, mais ils sont un peu bloqués aussi dans une course parce que, comme Mmh. tu as dit, ils ont la maison, ils ont la résidence secondaire, l'appartement dans le sud. Mmh. Donc le train de vie, il est déjà conséquent. Rien que pour financer ça, il faut faire rentrer Exactement. des montants conséquents. Écoute, trop bien. Pour rentrer dans le vif du sujet, action à dividende, comment tu définirais, toi, une action à dividende? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Alors, ça tombe bien qu'on en parle parce que j'aime pas du tout ce terme, mais pourtant qui est très répandu, hein, donc c'est super qu'on en parle. Action à dividende, action de rendement, etc. Bon, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un dividende. Si on demande dans la rue, c'est tout simple, c'est une entreprise qui fait du profit, qui a un bénéfice net. Le PDG doit décider comment allouer ce cash à la fin de l'année. Et en fait, le dividende, il faut bien réaliser que c'est quasiment le dernier choix, en fait, parce qu'il y a tout un processus que le PDG doit faire. Le premier, c'est est-ce que j'ai besoin de réinvestir? Est-ce que j'ai des projets en interne qui vont me ramener beaucoup plus, enfin, qui vont me ramener plus d'argent, qui sont au-dessus du seuil que j'ai dans ma tête de rentabilité? Si c'est oui, alors il va laisser cet argent en réserve et l'utiliser dans sa boîte. Ensuite, il se dit, est-ce que je dois me déleverager? Est-ce que je dois rembourser mes dettes? Deuxième étape. Ensuite, il va se dire, est-ce que mes actions sont sous-valorisées? Je parle pour une entreprise qui est cotée en bourse. Si la réponse est oui, c'est sous-valorisé, alors il va faire des rachats d'actions, des share buyback, comme on dit dans le monde anglophone. Ensuite, si ce n'est pas le cas, est-ce que j'ai des opérations de M&A à faire, des fusions-acquisitions? Est-ce que je peux racheter un concurrent? Est-ce que j'ai cette volonté-là? Et si la réponse est non, alors on va prendre une partie du cash et le redonner aux actionnaires. Mais en tant qu'actionnaire, tout ce que je vous ai annoncé là, c'est-à-dire réinvestir dans la boîte, les dettes, machin et tout, c'est un peu dans l'ordre croissant de ce que ça rapporte à l'actionnaire. C'est-à-dire que l'actionnaire, déjà, il préfère que le PDG le réinvestisse à un haut rendement. Ensuite, potentiellement, qu'il déleverage. Ensuite, qu'il rachète les actions, etc., jusqu'au dividende. Et le dividende, pour l'actionnaire, c'est une opération qui est neutre. C'est-à-dire, l'image qu'on prend, c'est souvent quand on va retirer du cash au distributeur, on a 100 € sur son compte, on retire 10 €, on a toujours 100 €, on a 90 € sur le compte et on a 10 € dans la main. Le dividende, c'est le même principe. Donc, ce qu'on appelle action à dividende, ce sont en général les actions qui ont les plus hauts rendements. Donc ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut investir? Enfin, quel est est-ce que c'est un critère d'investissement? Et pour beaucoup de gens, je sais que c'est un critère d'investissement. Je sais pas, je pense que tu peux confirmer dans ta communauté, c'est ce qu'on voit. Ouais, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a le côté, c'est agréable de toucher un revenu pour lequel tu n'as finalement pas fait grand-chose. Surtout que ça peut être trimestriel pour les boîtes américaines, donc je pense que c'est satisfaisant intellectuellement. Petite pause pour vous parler de Finari, la plateforme que j'ai développée. Finari, c'est quoi? C'est le meilleur moyen de centraliser son patrimoine pour tout avoir au même endroit. Donc exit l'Excel, maintenant vous pouvez connecter plus de 20 000 banques, des plateformes d'investissement, ajouter votre immobilier, vos emprunts, vos cryptos. Vous avez tout au même endroit, vous avez votre calcul de performance qui est automatisé et en plus vous avez des insights qui vous permettent de débusquer les frais cachés, de voir votre exposition géographique, de suivre vos dividendes et plein d'autres choses. Du coup, à l'occasion de ce talk, je vous propose un code promo pour bénéficier de Finari Plus qui est notre offre premium. Il faut savoir que Finari, notre business model, il est hyper simple. Pas de pub, pas de vente de données, un abonnement Finari Plus. Donc je vous offre 20% avec le code FinariTalk24. On revient au talk. Mais comme tu as dit, la question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est... Du coup, ma question suivante, c'est est-ce qu'il faut privilégier les actions à dividendes par rapport à une action de croissance qui va faire la décision, où le PDG va dire, moi, je vais tout réinvestir au premier niveau dans le produit, dans notre recherche, dans la R&D.
dans notre distribution, dans notre marketing. Tu vois, si il se trouve que le dividende, pour moi, ce n'est pas un critère. Mais si ça devait en être un, il aurait tendance à être plutôt négatif parce que une fois que tu as rempli ton PEA, enfin bon, notamment si tu as des comptes titres, tu es plus fortement imposé en général sur les revenus que sur les plus-values. Et ça, c'est vrai dans quasiment tous les pays. En France, on n'est pas les plus chanceux, mais en Suisse, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, etc. Donc, dans l'ensemble, dans le monde financier, on préfère toujours avoir de la plus-value que du revenu, sauf si on vit de ce revenu. Mais là où, pour moi, c'est pas un bon critère, si tu veux, c'est comme si tu vas acheter une voiture, d'accord ? Et que le seul critère qu'on te donne, c'est la consommation. La consommation d'essence, par exemple. C'est pas un critère qui est inutile, mais peut-être que la question à se poser avant, c'est est-ce que je veux une citadine, une voiture de sport ou une familiale ? Peut-être ensuite, est-ce que je veux une essence, une hybride, une voiture électrique, etc. Et à la fin, tu vas regarder la consommation. Parce que si tu regardes que la consommation, tu vas choisir une petite citadine électrique, alors que peut-être tu as 4 enfants et que tu veux trimballer tout le monde en vacances, tu vois. Et pour moi, le dividende, c'est un peu ça. Il y a d'autres moyens de classer les entreprises. On peut les classer par secteur, ce qui est une bonne manière de faire. On peut les classer par style d'investissement, value, valeur de croissance, valeur qualité, etc., etc. Et en fait, dividende, si tu reprends ce que je disais en début, en fait, c'est juste une allocation du PDG à un certain moment. Donc, ça donne de l'info. Et pour un débutant, c'est pas le pire des critères. Pourquoi c'est pas si mal de choisir des actions à dividende ? Déjà parce que ça veut dire que c'est une action qui gagne de l'argent. C'est une action qui est profitable, qui a un résultat positif. Or, la plupart des débutants, ils vont aller chercher des small caps sur les renouvelables, des biotech, etc., qui gagnent pas d'argent. Donc, c'est pour ça que je peux pas trop critiquer ceux qui cherchent avant tout des actions à dividendes, parce que finalement, ça te donne déjà des bonnes bases sans avoir aucun travail à faire. Tu vois juste que ça paye 3% de dividendes et ça, c'est bon. Le problème des dividendes, c'est qu'en fait, toutes les entreprises ont un cycle de vie. C'est qu'elles démarrent en étant start-up, après elles ont une période de croissance. En période de croissance, le PDG, plutôt que d'aller se financer au travers de dettes, de venture capital, de qui tu veux, si sa boîte génère de l'argent, évidemment qu'il va utiliser cet argent-là pour réinvestir. Donc on a toute cette phase de croissance. Et ensuite, elle bascule gentiment de croissance à maturité et après en déclin. Et si tu vas chercher des dividendes, tu vas naturellement tomber sur des boîtes matures, c'est-à-dire des boîtes qui n'ont plus trop de projets à financer, qui ne sont pas endettées non plus à des niveaux extrêmes, etc. Mais tu vas être vraiment, et en plus tu vas être sur des secteurs très particuliers. Par exemple, aujourd'hui, les actions à fort rendement, ça va être, tu vas tomber sur des bancaires, tu vas tomber sur peut-être de l'automobile, sur des produits de consommation, etc. Donc tu vas te retrouver avec du Colgate-Palmolive, du Coca-Cola ou du BNP. Et je dis pas que ces boîtes sont pas bien. À nouveau, pour un débutant, il y a bien pire comme critère, hein. C'est loin d'être le pire critère, mais je trouve que ça réduit beaucoup l'horizon d'investissement. Et surtout, on se retrouve qu'avec des sociétés qui sont matures, voire en fin de vie, comme des Total, même les pétrolières qui versent énormément de dividendes parce qu'elles peuvent plus investir dans le pétrole. Investir dans le renouvelable, ça coûte très très cher. Donc, le moyen qu'elles ont trouvé, c'est de rendre beaucoup de capital en fait aux investisseurs. Du coup, est-ce que par exemple un PDG qui est typiquement Total, est-ce que ça veut dire que Total est quelque part mal géré puisqu'il distribue autant de coupons, il rémunère autant l'actionnaire, au lieu de justement trouver une alternative. En plus, le pétrole, je pense que c'est extrême comme exemple, parce qu'il y a une durée de vie limitée de leur business. On devrait se poser la question de la validité de la gestion, du coup, si le dividende est trop élevé. Non, pas forcément. À la limite, ce qui me ferait peur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cash et qui le gère mal. Tu vois, le meilleur exemple, c'est Meta et Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il a été un très bon allocateur d'actifs pendant longtemps. Et puis, plus sa vache à lait Facebook, la publicité en ligne, plus ça lui rapportait, etc. Il avait des milliards qui dormaient. Il veut pas payer de dividendes. Très bien, tant que Zuckerberg, ça reste un génie de la croissance, si tu veux, en tant qu'actionnaire, tu peux lui faire confiance. Mais après, quand il, entre guillemets, pète un plomb et qu'il dépense 10 milliards, plus de 40 milliards dans le métaverse, effectivement, là, tu peux te dire, peut-être qu'il aurait mieux fait de payer des dividendes ou de rendre l'argent aux actionnaires plutôt que d'aller dans des projets qui sont trop risqués et trop coûteux. Tu peux dépenser de l'argent à faire des projets qui ne marchent pas. Toutes les boîtes l'ont fait. Il y a eu les Google Glass, etc. Ils ont tous eu
leurs projets qui ont raté, tu vois. Mais là, Meta a mis énormément d'argent et c'est ça qui a refroidi les gens, c'est que tout le monde s'est dit, bon, ils ont un super business, mais finalement, Zuckerberg, il est peut-être pas si bon que ça en allocation de capital. En tout cas, il a fait de grosses erreurs. Dans le cas de ceux qui payent beaucoup de dividendes, les bancaires, par exemple, elles ont du mal à trouver de la croissance. Donc moi, ça me dérange pas d'avoir une bancaire qui me rapporte du 6-7%. Enfin, j'en ai plus d'ailleurs de bancaires, je crois pas, non, j'en ai plus en portefeuille. Mais ça me dérangeait pas d'avoir des bancaires qui me rapportent 6-7% parce que je trouve ça logique dans leur domaine en fait. Mais c'est vraiment une question de maturité. Il y a des sociétés qu'on appelle les dividend kings, puis il y a même les dividend aristocrates, qui sont celles qui distribuent du dividende depuis 25, voire 50 ans. Je crois que Coca-Cola, d'ailleurs, fait partie des aristocrates. Est-ce que, du coup, c'est pas un contre-exemple, puisque aujourd'hui, c'est une marque qui a réussi à se réinventer à Coca. Je crois qu'à l'origine, c'était un médicament. Aujourd'hui, c'est une marque universelle qui a inventé plein de nouveaux produits, qui continuent de croître. Je pense que leur croissance, elle est monumentale, mais qui continue systématiquement à payer du dividende. Et je crois qu'il faut augmenter aussi son dividende d'année en année pour rester dans le classement. Et tu as totalement raison. En fait, dividende aristocrate, c'est encore un meilleur indicateur que le dividende. Mais tu vois, le dividende, c'était un peu le signal que l'entreprise fait des profits. Et c'est pas parce elle donne des dividendes que c'est bien, c'est parce qu'elle fait des profits, que ses profits sont stables, etc. Et dividende aristocrate, c'est pareil. Pour être dividende aristocrate, comme tu l'as dit, c'est dividende croissant pendant 25 ans et sans interruption. Et rien que ça, tu rajoutes ces deux trucs. Ça veut dire que la boîte, elle est là depuis 25 ans, elle a des croissances de résultats depuis 25 ans, elle n'a pas baissé ses résultats ou les a pas arrêtés pendant les crises 2000, 2008, Covid, etc. Donc ça veut dire qu'elle est a priori non cyclique, donc elle ne dépend pas de l'économie. Si elle a tenu plus de 25 ans, ça veut dire qu'elle a un moat, elle a un avantage compétitif, ses concurrents n'arrivent pas à attaquer sa part de marché, elle arrive à croître à un rythme égal ou souvent supérieur à l'économie. Donc tu vois, le truc, c'est pas que les dividendes, c'est pas bien, mais dividende aristocrate, en fait, tu utilises ce critère de dividende pour essayer de deviner d'autres choses. Et c'est très bien, les dividendes aristocrates, mais moi, je préfère élargir mon scope, mon univers. Et par exemple, c'est pas parce que, pour reprendre l'exemple de Meta ne paye pas de dividendes, c'est pas pour autant qu'elle est pas bien. Mais déjà, tu élimines toutes les boîtes qui ont moins de 25 ans. Et dans le monde actuel, c'est quand même chaud, tu vois, parce qu'on sait qu'il y a plein de secteurs qui se font disrupter. Donc, ça veut dire que, OK, personne ne disrupte Coca-Cola et personne ne disrupte Procter & Gamble, etc., toutes ces grosses boîtes. Mais la finance se fait disrupter, l'énergie se fait disrupter, les financières se font disrupter. Enfin, tu es bien placé pour le savoir. Donc voilà, tu as partout. L'automobile. L'automobile, exactement. Donc, on en revient un peu aux dividendes. C'est mieux, dividende aristocrate que dividende pur. Mais voilà, tu vas te retrouver avec un certain nombre de secteurs. Par exemple, dans la santé, tu vas trouver des boîtes de santé dans les dividendes aristocrates, mais il en reste plus beaucoup. Tu vois, parce que tu vas avoir les vraiment très très anciennes, les Johnson & Johnson, etc. Mais Johnson & Johnson, ouais. Ouais, c'est vraiment les gros noms. Mais en fait, ce que je trouve dommage, si tu veux, c'est que ça limite trop ton univers. Et tu as plein de super boîtes qui sont pas des dividendes aristocrates et qui sont pourtant très bien. C'est peut-être qu'une fois, elles ont baissé un dividende, peut-être qu'elles en ont pas payé pendant très longtemps aussi. Et c'est un peu dommage parce que tu vois, une boîte comme Apple, elle va peut-être devenir dividende aristocrate dans je sais pas combien d'années, mais aujourd'hui, elle est pas dedans. Tout comme beaucoup d'entreprises qui sont super. Donc, c'est pas mal, mais moi, je préfère aller un peu plus loin. Donc, ça dépend aussi du temps que tu veux passer à étudier les boîtes. Si tu veux passer un minimum de temps et que tu vas taper dans la liste des dividendes aristocrates, il y a bien pire comme choix et je pense que c'est pas, ou ETF dividendes aristocrates, je pense effectivement que c'est pas si mal et que c'est assez défensif comme choix. Mais justement, est-ce que c'est quoi donc mettons que quelqu'un est convaincu par le fait que le dividende, enfin favoriser les dividendes, c'est ce qu'il lui faut. Tu lui recommandes de faire du stock picking ou d'aller justement sur un ETF dividende aristocrate ou autre d'ailleurs pour aller finalement assouvir son besoin de générer du coupon. La partie stock picking ou pas stock picking, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que la plupart des investisseurs en stock picking sous-performent le marché. Ça, c'est un fait. Et c'est pas un fait à 52% contre 48%. C'est un fait
en gros à 80%. Il y a 80% des fonds, mais bon, même on peut mettre ça chez les particuliers. La plupart des gens qui font du stock picking sous-performent le marché. Après, il y a quand même pas mal d'avantages à faire du stock picking. Et par exemple, pour quelqu'un qui veut faire des dividendes, peut-être que le stock picking, c'est la bonne solution. Ça lui évitera de se retrouver avec beaucoup de boîtes qui sont en fin de vie, etc. Et puis, ça lui permettrait aussi de rajouter des boîtes qui ne payent pas de dividendes aujourd'hui ou qui ont eu des petits pépins de parcours qui ne les font pas rentrer dans le dividende aristocrate, par exemple. Et puis, surtout, d'éliminer des mauvais. Parce que le gros problème des dividendes, c'est qu'une entreprise qui va être en déclin, quand on va regarder le rendement actuel, on va voir qu'il va y avoir souvent des rendements énormes, mais c'est juste parce que la boîte vient de s'effondrer. Donc une boîte payait elle valait 10, elle donnait 5% de dividendes. Si elle s'effondre et qu'elle perd 50% et qu'elle vaut 5, elle va payer 10% de dividendes. Donc on va se dire c'est génial, mais c'est pas que le dividende a augmenté, c'est le cours de bourse qui s'est coupé en deux. Et donc on se retrouve avec des boîtes comme qui ont eu des pépins, des vrais pépins, je sais pas, des fraudes, des problèmes réputationnels, qui se font disrupter, peu importe, et qui vont avoir une apparence de rendement, mais qui en fait sont des value traps, sont des boîtes qui apparaissent pas chères, mais qui sont encore trop chères. Donc stock picking, pourquoi pas, pour les dividendes, mais le passage en fait entre gestion passive, ETF, et gestion active, stock picking, c'est énorme. C'est deux mondes c'est pas les mêmes mondes. Il y a celui qui va investir tous les mois dans son ETF, quel qu'il soit, tranquillement, qui va regarder son portefeuille de temps en temps, voilà. Alors qu'en stock picking, il faut analyser énormément. Au fur et à mesure qu'on rajoute de l'argent sur les boîtes, au début, on a peut-être 1 000 euros sur un titre, c'est pas très grave. Et puis après, quand on se met à avoir 10 000 euros, 20 000 euros sur une boîte, voire plus, là, tout d'un coup, il faut quand même bien la connaître, il faut bien avoir identifié tous les risques, on peut plus jouer de la même manière. Donc, le stock picking, c'est vraiment pour les passionnés. Et ça demande un bon suivi. Et surtout, une discipline de faire, parce que on sait, nos émotions jouent contre nous, etc. Et la plupart des mouvements qu'on va vouloir faire vont jouer contre nous. Mais j'ai du mal à totalement déconseiller le stock picking, malgré tout, pour les passionnés. Bon, je crois que toi, tu fais partie de la famille des passionnés. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs qui t'intéressent en ce moment, ou en tout cas qui sont celles qui sont un peu phares dans ton portefeuille? Alors, moi, déjà, pour comprendre un petit peu ce que je cherche, parce que c'est toujours, avant de piocher à droite à gauche, il faut avoir une stratégie d'investissement. Moi, ma stratégie d'investissement, elle est simple. J'ai quand même pas mal d'argent en bourse. Cet argent, j'ai travaillé pour l'avoir, j'ai travaillé et épargné pour l'avoir. Donc moi, j'y tiens. Je suis pas au casino, je veux pas le perdre. Et je veux idéalement qu'il y ait une croissance. Donc moi, je vais taper déjà dans les grosses sociétés. On se rend pas compte aussi à quel point on n'est pas dans la même cour quand on regarde une société qui pèse 50 milliards de dollars et une société qui pèse 100 millions. Une société qui a 50 milliards de dollars, elle peut perdre 10%, 20%, mais elle a tout un historique, elle a toute une force de frappe, etc., un bilan, etc., qui fait qu'elle est énormément moins risquée qu'une small cap. Et quand je dis énormément, c'est énormément. C'est pas 2 fois moins risqué, c'est beaucoup, beaucoup plus. Pourtant, en bourse, voilà, on a 2 carnets d'ordre, ça apparaît pas aux yeux. Donc moi, ça saute pas aux yeux. Donc moi, je suis sur les grosses boîtes. Et ensuite, moi, mes critères, c'est des boîtes de qualité. Donc qualité, c'est pas le mot français qualité, en fait, c'est un style d'investissement. Ce style d'investissement, ce qu'il cherche, c'est de la stabilité. Donc il faut des boîtes qui ont une très bonne situation financière, il faut des boîtes qui soient très rentables, donc qui ont des grosses marges. Elles ont des grosses marges parce qu'elles sont en général beaucoup plus fortes que leurs concurrents. Elles ont ce fameux moat, ce fameux avantage compétitif. Elles ont des bons managements, elles sont très bien gérées, elles allouent bien leur capital. Et elles sont, voilà, je vais plutôt chercher la stabilité. En quality, on va surtout chercher la stabilité par rapport aux chiffres en valeur absolue. On veut de la croissance, mais on veut pas une croissance qui soit en dents de scie. On veut une croissance qui soit durable. Donc moi, mes boîtes, en fait, elles correspondent un peu à ça. Donc j'ai des holdings déjà. Donc la plus connue, c'est Berkshire Hathaway, gérée par Warren Buffett. J'aime beaucoup cette boîte-là. Je regarde et j'investis de plus en plus dans une petite sœur qui s'appelle Markel Group, qui a la même philosophie que Berkshire Hathaway. En fait, en gros, c'est une boîte d'assurance qui génère beaucoup de float, c'est-à-dire qu'ils reçoivent toutes les primes des assurances avant de devoir payer quand il y a des sinistres, et donc ils utilisent ce float pour investir. C'est vraiment ce qu'a fait Warren Buffett sur Berkshire Hathaway.
donc Markel Group. Et puis il y a Investor AB, qui est une grosse holding suédoise qui gère la fortune d'une vieille famille suédoise. Donc ça, ce que j'aime bien dans ces holdings, c'est que c'est quasiment comme des fonds d'investissement, sauf qu'il y a du vrai skin in the game, c'est-à-dire que les gens qui les gèrent, ils ont vraiment, voilà, c'est leur fortune personnelle. Donc, et puis c'est très bien géré un peu à ma manière, donc je leur fais confiance. Donc c'est pas vraiment du stock picking, c'est des actions cotées en bourse, mais c'est moins du stock picking, on est déjà sur de la diversification. Après, parmi les boîtes qui remplissent mes critères, c'est des noms bien connus, hein, ça va être des Alphabet, ça va être des United Health, c'est une mutuelle américaine, ça va être LVMH, L'Oréal, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est des grands noms, hein, souvent. Je ne vais pas chercher des... bien sûr, il y a Microsoft, que j'adore, Visa, Mastercard, deux super boîtes, etc. Et qui payent tous des dividendes, là. Qui les payent, deux derniers. oui, la plupart payent des dividendes. Bon, après, j'ai du Adobe aussi, j'ai du Meta, enfin, j'ai quand même de la tech. Et puis après, je regarde des boîtes parfois un petit peu moins connues, mais qui commencent à l'être. J'ai du Qualys, qui est une boîte dans la cybersécurité. J'ai du Mettler Toledo, qui fait de l'industrie, qui fait des systèmes de mesure de précision, etc. Donc, il ne faut pas regarder mon portefeuille pour trouver la pépite qui va tripler l'année prochaine. Mais l'avantage de ces boîtes, c'est que c'est des boîtes que je suis trimestre après trimestre. Je regarde leurs résultats, je regarde comment fonctionne leur management, j'écoute les conf calls, etc. Aussi de celles que je veux potentiellement acheter, hein. Mais qui ont, voilà, en général, des critères communs de croissance avec de la stabilité, des grosses rentabilités, grosses marges. Tu regardes les marges de Visa, Mastercard, c'est complètement fou. Enfin, même de Microsoft, la plupart de ces boîtes-là, elles ont des marges de dingue. Même Mettler Toledo, tu vois, qui fait en gros des balances, des choses pour mesurer le pH, pour mesurer, voilà, c'est des outils de précision pour la santé, pour tout ça. Et cette boîte-là, elle a des marges énormes, en énorme croissance, etc. Tu vois, typiquement ce que j'aime bien. Donc voilà, en gros, belle société de qualité, c'est ce que je recherche. Petite parenthèse sur Berkshire Hathaway, ils ont... Alors, je ne sais pas quel est le dernier chiffre, mais de mémoire, ils avaient plus de 100 milliards de cash dans la holding, notamment grâce aux assurances, mais aussi parce que je crois qu'ils ont ils ont plusieurs compagnies de fret qui génèrent énormément d'argent. Ils sont actionnaires aussi d'Amex. D'ailleurs, je crois que c'est assez connu, l'histoire d'Amex, c'est qu'aujourd'hui, Amex lui verse autant de dividendes que le coût de la position il y a, je sais pas, 30 ou 40 ou 50 ans quand il avait acheté. Comment tu vois l'avenir de Berkshire Hathaway avec à sa tête quand même, enfin, deux gérants qui ont plus de 90 ans et un vrai risque de succession en fait? Alors, oui et non. Alors, tu as totalement raison, hein. C'est quelque chose que tous les actionnaires, je pense, de Berkshire Hathaway ont bien en tête. Effectivement, ils ont énormément de cash, mais pour moi, Berkshire Hathaway, c'est plus le Berkshire Hathaway d'il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire avec des cow-boys, il faut le dire, hein, c'était des cow-boys qui sont prêts à racheter une boîte avec une négociation qui dure 5 minutes au téléphone, etc. Avec énormément d'instinct, énormément de connaissances, hein. C'est pas un cow-boy dans le sens où il sait pas ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui a pris énormément de risques. Warren Buffett. Et aujourd'hui, c'est un portefeuille qui est un peu figé notamment pour des problèmes fiscaux, parce que s'il se met à revendre ces Amex, Coca-Cola, etc., qui sont que de la plus-value, comme tu le disais, il va payer énormément d'impôts dessus, donc il est un peu bloqué, et ce qu'il fait, c'est qu'il profite de ces vaches à lait pour investir dans de nouvelles choses, mais c'est plutôt une discipline, en fait. Warren Buffett, Charlie Munger, c'est plutôt une manière de faire, une discipline, et on sait déjà qui sera la personne qui va reprendre. Donc pour moi, je vois vraiment ça comme un ETF presque, un ETF qui va très bien, qui a des vaches à lait, qui va très bien réinvestir le cash issu de ces vaches à lait. Comme beaucoup de monde qui apprécie Berkshire et qui est actionnaire, je suis un peu déçu qu'ils gardent autant de cash, mais ils veulent racheter des boîtes. En fait, ce qu'ils veulent, c'est racheter des boîtes entières. C'est pas ce qui les intéresse d'avoir quelques pourcents de Coca-Cola, d'Amex ou d'Apple. Ce qu'ils préfèrent, c'est racheter des business entiers et les intégrer dans la galaxie Berkshire, qui a déjà énormément de boîtes. Et ça, ils n'arrivent plus à le faire. Parce que les marchés sont un peu chers. Et puis parce qu'ils sont gros aussi. Donc, plus de 100 milliards, c'est pas en rachetant une boîte qui vaut 500 millions que ça va éponger le cash, quoi. Il faudrait qu'ils rachètent des boîtes monstrueuses.
Donc, c'est pas là-dessus que je L'univers parierais pour d'investissement, enfin, leur univers Mm. d'investissement est pas très grand. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas là-dessus que je compte pour gagner beaucoup d'argent, mais voilà, je le vois presque comme un ETF S&P 500, bien géré. Bien géré. Et d'ailleurs, tu fais quoi des dividendes que tu touches? Tu les réinvestis? Tu Oui. achètes d'autres positions? Tu renforces? Enfin, tu les réinvestis dans la position? Tu achètes d'autres choses avec? Honnêtement, je pourrais pas te dire, dans le sens où il y a du cash qui tombe, et après je le réinvestis lors de mon prochain réinvestissement, c'est pris dans le lot. Mais clairement, en fait, tu sais, il y a tout ce mythe autour des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est incroyable. On se retrouve avec une courbe exponentielle, etc. Mais ça ne marche que si tu réinvestis tes dividendes. Parce que si tu as des boîtes qui te payent du 4% par an et que tu ne le réinvestis pas, bah, tu vas avoir du 4% par an. Tu auras un peu de plus-value quand même, hein, mais encore plus quand tu as des boîtes qui se saignent et qui te payent quasiment à 100% en dividendes, donc tout le résultat va en dividendes. Si toi, tu ne fais pas la démarche de réinvestir les dividendes, il n'y a rien qui va se passer. En fait, tu n'auras pas les intérêts composés. Les intérêts ne vont pas faire des intérêts à leur tour. Donc oui, pour moi, sauf pour ceux qui ont besoin d'en vivre, c'est clairement important de les réinvestir. Il y a un de tes gros sujets maintenant, c'est l'immobilier. Une façon de faire de l'immobilier, c'est de la foncière cotée, aussi de toucher du loyer, du revenu passif du coup. C'est quelque chose que tu regardes? C'est un secteur qui t'intéresse? C'est un secteur qui m'intéresse depuis très peu parce que, enfin non, qui m'intéresse toujours, mais là que je regarde depuis peu parce que l'immobilier est très très mal vu en ce moment. Les foncières, elles s'effondrent. Donc je commence à regarder parce que là, on a du tangible quand même. On a des immeubles, on a des loyers. Alors, c'est vrai que c'est un secteur que je regarde peu parce qu'ils se prennent de plein fouet les méga tendances, en fait. Tu vois, les tendances démographiques, etc. Ils ont tout en face d'eux. Ils ont le télétravail qui joue contre les bureaux. Ils ont le commerce en ligne qui joue contre les centres commerciaux. Donc, si j'en achète, ce sera avec une grosse marge de sécurité sur les vacances des bureaux, voilà, sur les paiements des loyers, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec les foncières, c'est que contrairement aux SCPI qui sont du non-coté avec des gros frais, etc., les foncières, donc, ce sont des sociétés cotées en bourse, et donc elles sont extrêmement corrélées à la bourse. Elles sont corrélées à l'immobilier, mais elles sont aussi très corrélées à la bourse. Donc, ça ne va pas diversifier un portefeuille comme le ferait d'autres, typiquement des SCPI ou de l'immobilier en direct. Mais ça a l'avantage aussi, vu que c'est très corrélé à la bourse, et que la bourse, elle est un peu très affectée par la psychologie, on peut avoir des opportunités. Donc, si je devais investir dans des foncières, je le ferais vraiment dans des phases de panique, parce que malgré tout, il y a des loyers qui rentrent, les baux des bureaux, ils sont quand même sur un certain temps, les boîtes ont quand même besoin de bureaux, etc. Mais comme je disais, je prendrais une grosse marge de sécurité sur les loyers, etc., pour que ce soit vraiment, vraiment pas cher. Mais il faut bien avoir conscience que c'est de l'immobilier de bureau et de l'immobilier commercial. Et les gens se disent, ouais, c'est de la pierre, c'est solide. Non, ce qui est solide, c'est l'immobilier résidentiel. L'immobilier de bureau, et encore plus l'immobilier commercial, c'est du business, c'est lié à l'économie. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pas le locataire qui paye tous les mois. Il y a des boîtes qui coulent, il y a des centres commerciaux, des boutiques qui ferment, etc. Et surtout, il faut savoir que pour l'immobilier commercial, et c'est typiquement ce que vont avoir des boîtes comme Unibail, etc., les boutiques dans les centres commerciaux, donc les Zara, Fnac, etc., ils payent un loyer et ils payent aussi un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas purement dans de l'immobilier, on est dans de l'IMO plus du commercial et du commerce de détail. Et comme le commerce de détail, il a un avenir qui est un peu mitigé, voilà, si vous achetez des foncières, enfin des SIC, si vous achetez des foncières, regardez le portefeuille. Regardez combien de pourcentage elles ont de bureaux, de commerce, de résidentiel, dans quel pays, parce que tout ne se vaut pas en fait. Si vous regardez que le bilan, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Tu as parlé des méga tendances. L'immobilier, clairement, est un secteur qui souffre en ce moment. Si on prend un peu de recul et on regarde le marché en général, on est quand même dans un environnement bizarre puisqu'on a des taux qui ont explosé sur un an. On a pourtant des entreprises qui font des bénéfices records. On a des banques centrales qui veulent continuer à augmenter les taux. Comment tu vois le marché évoluer à partir de maintenant? Il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils doivent continuer à investir, s'ils attendent pour acheter le fameux dip qui n'arrive pas en fait. Comment toi tu t'analyses ce marché? Oui, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué d'avoir une vue sur le marché immobilier en ce moment. Ce qui est certain, c'est qu'on l'a tous constaté post-Covid,
il y a quand même eu un emballement qui a été assez dément. En tout cas, dans ma région, le sud-ouest de la France, c'est vrai, mais dans beaucoup d'endroits aussi que je regarde, à part peut-être Paris qui a stagné, baissé légèrement, ou des grandes villes, mais sinon, il y a quand même eu un énorme engouement. Donc moi, ça ne me choque pas, même en nombre de transactions, ça ne me choque pas du tout qu'il y ait un petit retour. Après, de ce qu'on constate, c'est que les acheteurs ne veulent pas ou ne peuvent pas payer plus cher, parce que le taux d'intérêt a un impact énorme le taux d'emprunt a un impact énorme sur les mensualités, mais les vendeurs ne veulent pas baisser leur prix. Donc en fait, on a un marché qui est gelé, on a un marché qui est bloqué, qui est grippé. Et pour avoir une résolution, il faudrait soit que les prix baissent, soit qu'il y ait une détente au niveau des taux d'intérêt, mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Après, l'immobilier qui va très très mal, et c'est une autre partie de l'immobilier, c'est la promotion immobilière, c'est l'immobilier neuf. Et par exemple, on parlait des foncières tout à l'heure, et puis j'avais fait un tweet sur Icad, une des foncières, il y a quelques jours, et puis on me dit, mais qu'est-ce que tu penses de Nexity? Mais Nexity, ça n'a rien à voir. Nexity, c'est un promoteur immobilier, donc là, c'est très 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 compliqué pour eux, alors qu'Icad, c'est une foncière, donc c'est complètement différent. Et sur le côté, comme tu dis, de buy the dip sur l'immobilier, alors moi je ne sais pas à quel point il faut attendre une baisse, mais je peux te dire qu'il y a des gens qui m'ont pendant 20 ans répété qu'ils attendaient une baisse du marché pour acheter. Et en fait, quand tu achètes des biens de qualité, ça c'est vrai en bourse, en immobilier, mais encore plus en bourse, tu te rends compte que finalement le prix payé, si tu investis vraiment à long terme, à 10, 15 ou 20 ans, finalement le prix payé, c'est une goutte d'eau. Et quand je dis c'est une goutte d'eau, c'est que même 10%, ça ne fait pas une grosse différence par rapport à ne pas l'acheter. C'est ça le truc. C'est que si l'entreprise est vraiment de qualité, il vaut mieux l'acheter 10% plus cher et la garder 20 ans que de ne pas l'acheter. Et c'est malheureusement pour ça que beaucoup d'entreprises de qualité que je regarde valent très cher. Elles valent très cher parce que il n'y en a pas tant que ça, donc tout le monde va un petit peu sur les mêmes. Les noms, je vous les ai cités, mais tout le monde sait que voilà, le luxe français, il cote cher en ce moment, mais c'est pas pour rien. C'est que c'est des boîtes qui sont bien gérées à beaucoup de points de vue. C'est pas juste qu'elles génèrent du résultat, c'est que c'est une puissance incroyable. Elles sont devenues, avant le luxe, c'était cyclique. Maintenant, c'est devenu non cyclique. C'est presque devenu des défensives. Enfin bon, il y a plein de choses qui jouent en leur faveur. Donc, moi, j'ai jamais été en faveur d'attendre une baisse. Si j'ai une conviction, à un moment, il faut payer le prix sans exagérer, bien sûr. Et 2024, tu la vois comment au niveau des marchés boursiers? Alors, moi, vraiment, un de mes mantras, c'est qu'on ne peut pas prévoir le futur. Donc, et c'est quelque chose que je suis obligé de me répéter en permanence. Donc, je ne dis pas que parfois, je vois pas je me dis pas qu'il y a des poches dans le marché qui vont être surévaluées, ou au contraire, des poches qui vont être sous-évaluées. Mais en tout cas, c'est des décisions que je prends à la marge. Tu vois, il y a une valeur que je regarde depuis un moment, je vais peut-être placer un ordre quelques pourcents en dessous pour essayer de choper un point bas, etc. Mais ça n'a rien à voir avec je prévois que 2024 va être comme ça, et donc je suis 30% en cash, ou au contraire, je me suis mis, je me suis leveragé pour être au maxi. Donc franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas où va aller l'inflation, donc je ne sais pas où vont aller les taux. Moi, ce que je surveille comme le lait sur le feu, c'est les résultats des entreprises. Et à chaque fois, je me dis, ça ne va pas tenir. Et à chaque fois, ça tient. En tout cas, depuis très, très longtemps maintenant. Donc, il faut avouer quand même que les grosses entreprises, elles sont très bien gérées. Ça paraît bête à dire, mais je pense que les grosses entreprises qui sont quasiment devenues non cycliques, comme je disais en parlant du luxe et de LVMH, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, et je pense que ces boîtes-là sont effectivement très bien gérées. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais c'est ce qui fait que elles continuent à cracher. Elles continuent à cracher des profits, à se développer, à bien gérer leur cash, etc. Donc moi, même si par moment je me dis que c'est un peu surévalué, j'ai pas envie de parier contre ça. C'est Warren Buffett qui dit toujours ne pariez pas contre Corporate America, et il n'a pas tort. Les entreprises américaines, c'est vraiment des bulldozers. Je suis beaucoup moins optimiste sur l'Europe, à part quelques sociétés. Mais donc non, honnêtement, en 2024, j'ai aucune idée. Aucune idée de ce qui va se passer. Rien dans la boule de cristal. Non, rien. Pourquoi t'es plus pessimiste sur l'Europe? Je suis plus pessimiste parce que j'ai l'impression, et faut pas
surinterpréter mon discours, hein, mais j'ai quand même l'impression parfois de voir une zone un peu en déclin. D'un point de vue géopolitique, on voit que l'Europe, elle n'est pas du tout. Il y a 4 pôles aujourd'hui, hein, surtout 3, mais on peut rajouter la Russie comme le 4e. On a les États-Unis, on a l'Asie, Chine, on a l'Europe et un peu la Russie. Ils sont tous hyper agressifs d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue guerre économique. On voit et l'Europe, en fait, le problème de l'Europe, c'est que c'est une zone qui a été basée sur la paix. Ça a été basé après la Seconde Guerre mondiale en disant on crée l'Europe et le but, c'est de plus faire de guerre. Ce qui est super, hein. Mais donc on va faire du commerce parce que ça renforce la paix. On va, voilà, hop, et on se tape dans le dos. On fait sauter les frontières, on a tac, 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 on se tape dans le dos, etc. Et puis après, quand il y a les gros méchants loups autour qui essayent de prendre de prendre les ressources en Afrique, de maîtriser le commerce mondial, maîtriser les ressources énergétiques, etc. Nous, on regarde ça avec des grands yeux effarés en disant mais qu'est-ce qu'ils font ? Donc il y a le côté géopolitique, et puis après il y a le côté aussi le fait que l'État a une place énorme et que c'est pas du tout des gouvernements qui sont pro-business d'une manière générale. En France, c'est comme ça, quel que soit le gouvernement, on n'a pas des politiques pro-business, on n'a pas des lois pro-business, on a des impôts qui sont très élevés. Il y a des entreprises qui payent des gros dividendes, ça devient un problème. Plutôt que de se dire c'est génial, on a des champions français, on a Total, c'est génial, bravo Monsieur Pouyanné, bravo Monsieur Arnaud, tout ça, on les voit et on a l'impression que c'est des gens sur qui il faut tirer. Et ça c'est un problème. Super profit. Oui, les super profits. Donc, c'est là où tu te dis, tu vois, tu as la Chine, par exemple, où je me suis fait un peu taper sur les doigts. J'ai pas investi beaucoup, mais tu vois, j'ai perdu un petit peu d'argent sur Alibaba, etc., qui sont le pays communiste. Et maintenant, moi, je veux plus trop y toucher. Enfin, disons que j'ai pas rajouté, donc j'ai très peu en Asie, et surtout en Chine. Et après, tu as l'Europe qui est pas à ce point-là, mais voilà, un peu intermédiaire. Et puis, tu as l'Amérique du Nord et surtout les États-Unis qui sont 100% pro-business. Et ça, malgré tout, cette culture, elle est énorme en fait. C'est ça qui tire vers le haut ou qui te tire vers le bas. Et en Europe, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Il y a un graphique que tu as partagé que je trouvais hyper intéressant, c'était sur la valorisation, le ratio prix-revenu. Et on voyait que le plus dévalorisé, de mémoire, c'était la Grande-Bretagne. Est-ce qu'ils ne sont pas finalement bien placés pour tirer leur épingle du jeu maintenant qu'ils sont sortis de l'Europe et qu'ils vont pouvoir avoir une politique un peu, je sais pas, à la Singapour, très pro-business et beaucoup plus proche de ce qui font leurs amis américains? Oui, je pense qu'ils auraient beaucoup d'atouts. Ils auraient beaucoup d'atouts. Puis en plus, ils sont globalement plus pro-business que nous, hein. Enfin, que la France en tout cas, mais c'est pas compliqué, hein. Les Suisses, ils sont plus pro-business, voilà. Les Anglais évidemment aussi, etc. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Moi, j'avoue que je les mets un peu dans le panier, sûrement à tort, je les mets un peu dans le panier européen. Mais tu vois, même sur les banques centrales, on sent que la Fed, elle a toujours en arrière-pensée les marchés financiers. Même si parfois ils mettent des gros coups de frein à main qui font mal, il ne faut pas se leurrer. Hein. Jérôme Powell, il va jouer au golf avec des copains qui ont des actions, etc. Bon, on a vu les chiffres il y a quelques années, ils ont tous des portefeuilles bourrés d'actions. Avoir des gros investissements en bourse, c'est naturel chez eux. Et puis, on a vu aussi le patrimoine de nos ministres ou de nos présidents. Et ils ont un PEA avec 5000 titres 5000 euros pour les meilleurs d'entre eux. Hein. La plupart n'ont soit pas de patrimoine, donc ça va se demander. Très bons élèves, ouais. Oui, voilà. La plupart n'ont soit pas de patrimoine, donc ça va se demander même si déjà ça bloque pas au niveau de l'épargne. C'est même pas au niveau de l'investissement, c'est au niveau de l'épargne. Et même ceux qui ont de l'argent, voilà, on achète, il y a de l'immobilier et puis c'est tout. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est très bien que Finari existe et que tu crées du contenu et que je crée du contenu et que plein d'autres créent du contenu. On a un chemin qui est monstrueux à faire. Et donc, même au niveau des banques centrales, Christine Lagarde, c'est pas Jérôme Powell et elle, les marchés financiers, c'est pas du tout dans son top des gens à contenter. C'est pas le mot, puis c'est même pas les marchés financiers que je devrais dire, c'est l'économie en fait. C'est plutôt l'économie réelle. Ils réagissent beaucoup trop tard et ils mettent des coups de frein et des coups d'accélérateur beaucoup trop importants en fait. Alors que les Américains essayent quand même d'être un peu plus lisses. Ouais, c'est intéressant. Il y a on a interviewé un gérant obligataire qui nous disait que finalement la BCE serait presque contente d'avoir une récession parce que eux, s'ils sont obsédés par l'inflation, mais c'est quasiment c'est très bureaucrate en fait comme approche de l'économie.
Pour terminer, il y a une question qu'on aime bien poser, et tu as déjà évoqué en grande partie ce que tu faisais, mais peut-être passer un peu plus de temps sur ta stratégie, comment tu investis concrètement. On a beaucoup parlé d'actions. Déjà, dans quelle enveloppe tu investis? Ensuite, peut-être aussi se pencher un peu sur la partie IMO pour comprendre ton approche et voir ce que tu fais, notamment en location saisonnière. Alors, pour la partie IMO, c'est assez simple. Je suis loueur meublé professionnel, c'est-à-dire que je loue en saisonnier, courte durée. J'ai plusieurs biens. En plus, je suis sur place, donc très concrètement, moi j'accueille les gens qui viennent dans mes locations quand je peux. Sinon, j'ai des systèmes de boîte à clés, mais j'aime bien accueillir les gens. Donc je suis proche de l'océan, donc c'est activité aussi très saisonnier, typiquement, même si j'ai du monde un peu toute l'année. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment booster le rendement, et c'est une des choses que j'aime bien dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu peux ajuster ton taux de rendement avec: est-ce que tu fais des travaux, oui, non? Est-ce que tu veux de la location nue? Est-ce que tu veux de la location meublée? En meublé, tu veux faire quoi? Tu veux faire du courte durée, etc. Et si je veux que mon bien me rapporte plus, par exemple, je peux mettre des locations à la nuitée, ce que je fais pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie de m'embêter. Et si tu veux pas être embêté du tout, si je voulais pas être embêté, je pourrais louer que juillet, août, par exemple, si à un moment j'ai vraiment envie de pas passer de temps là-dessus. Et vraiment, je pense que maintenant c'est connu, mais le mythe à tuer avec la location Airbnb, c'est la location Airbnb, ce n'est pas passif. Ça, il faut oublier. Vous pouvez déléguer tout ce que vous voulez, le ménage, etc. Enfin, le ménage, c'est certain, c'est beaucoup de travail. Ménage, même les accueils, etc. C'est pas passif. Vous allez avoir beaucoup de ménage, beaucoup de choses à remplacer, etc. Donc voilà, assez classique sur la partie IMO. On va mettre ça sous le côté location saisonnière. Après, sur la partie bourse, Tu continues d'acheter des biens? Non, mais je préfère investir en bourse aujourd'hui. Parce que l'immobilier, c'est plus de soucis. Globalement, c'est moins fractionnable. Et puis j'ai assez de revenus pour vivre de l'immobilier. Donc moi, j'ai pas besoin de passer au cap supplémentaire, ou alors ce serait pour devenir marchand de biens et faire un peu des rotations. Après, pour répondre à ta question sur les enveloppes, j'utilise un peu tout. J'utilise donc PEA, assurance vie, même du stock picking, pas à court terme, mais disons avec des assurances vie qui permettent de mettre des actions, compte d'entreprise. Donc sur ma société, j'investis tous les revenus, toute la trésor, elle part en bourse. Et puis voilà, j'essaye de maximiser c'est pas des niches fiscales, mais disons d'optimiser la fiscalité, même si je suis pas au top là-dessus, honnêtement. Donc voilà, après, j'ai dit que je faisais du stock picking. Je fais pas que du stock picking, parce que typiquement dans les assurances vie, j'aime bien mettre des ETF. C'est beaucoup plus compliqué pour faire des allers-retours, etc. Donc je vais plutôt localiser des ETF dans les assurances vie. Je vais plutôt localiser, bien sûr, les actions européennes dans du PEA. Et puis après, en fonction, CTO perso, CTO, compte titre personnel, compte titre entreprise. Après, plutôt pour les titres américains. Et du coup, au niveau des grandes masses, qui représente l'immobilier, que représente la bourse? Alors, j'ai plus d'immobilier aujourd'hui. Mais comme je disais, le but, idéalement, c'est de continuer à profiter, d'accumuler sur la partie bourse. Au niveau de la retraite, je veux vraiment me la faire moi-même, même si j'ai quand même eu des bons salaires dans le passé. J'ai notamment pas mal, j'ai bossé 10 ans en Suisse aussi, donc avec une retraite par capitalisation, donc ça, c'est plutôt sécurisé. Mais après, je vois vraiment l'investissement en bourse comme un patrimoine, non seulement pour moi, dans mon futur, mais même déjà plus pour les enfants, pour ma fille. Je vois vraiment ça comme ça, et en fait, je trouve que ça aide énormément de ne pas avoir d'échéance pour son investissement en bourse. Parce que dès qu'on a une échéance, alors si on a une échéance type « faut que j'achète ma voiture dans 2-3 ans », déjà la bourse, c'est pas le bon placement. Si c'est dans 10 ans, je veux un apport pour une résidence principale, c'est jouable, mais je trouve malgré tout que ça change un peu la donne. Et quand on veut de la bourse pour du rendement, parce que moi, comme par exemple, quand je suis devenu financièrement indépendant, j'ai des gens qui m'ont dit « mais pourquoi est-ce que tu vis pas de la bourse, en fait ?» Et moi, je leur ai dit « j'ai pas un patrimoine suffisant. » Aujourd'hui, quand j'ai arrêté, j'avais pas un patrimoine suffisant pour pouvoir vivre avec mes dividendes. J'aurais adoré, mais ça suffit pas. Donc ça veut dire qu'il faut
Et puis les plus-values, c'est trop aléatoire. On peut avoir 2 ans de hausse, 1 an de baisse. Voilà, tout le monde sait comment marchent les marchés financiers. Donc, se dire, je vais retirer une petite partie, machin, bon, ça marche pas pour moi. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir vraiment dans ma tête et aussi physiquement une partie d'actifs à revenus qu'on peut comparer aux actions à dividendes. Quelqu'un qui serait dans ma situation, mais avec plus de patrimoine, pourrait se dire, moi, j'investis dans les dividendes, mais c'est pour mon revenu. Et à côté de ça, j'investis dans, sans contrainte, dividende ou pas, sans contrainte pour le reste. Et c'est ce qui, quand on parlait de stock picking, il faut réaliser qu'il y a des centaines de milliers d'investisseurs, des millions d'investisseurs qui essayent tous de battre le marché. Et pourquoi est-ce que toi, moi, toi qui nous écoutes aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on serait meilleur que le marché? C'est pas facile d'avoir ce qu'on appelle un edge, un avantage compétitif par rapport au marché. Et pour les investisseurs, il n'y a pas tant d'avantages compétitifs, mais il y en a un que quasiment tout le monde a, c'est le temps. Parce qu'en fait, les investisseurs pros, ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils aient des résultats tous les ans, et certaines fois plus courts que ça pour les traders, alors qu'ils ne peuvent pas investir à 10 ans. Personne. Un gérant de fonds, il ne peut pas se dire « Ouais, c'est pas grave si je perds 30% dans 2 ans, moi mon but c'est à 10 ans. » Parce que s'il perd 30% dans 2 ans, il va perdre la plupart de ses clients. Donc il ne peut pas raisonner comme ça. Donc ils raisonnent tous à court terme. Moi, j'ai aucun problème à perdre 30% sur mon portefeuille. Et c'est ce qui fait la différence. Donc il ne faut pas croire qu'on va mieux analyser les sociétés. Peut-être que certains le font. Croire j'analyse mieux les tendances que je vois autour de moi, etc. Pourquoi pas? On peut essayer de choper des effets de mode, c'est possible. Mais moi, ce que je crois réellement, c'est le temps long. C'est ça qui nous permet d'avoir, nous, je m'inclus dans tous les particuliers, c'est ça qui nous permet de battre les gérants de fonds qui se font prendre. Ils ont beau être des pros, ils se font tous prendre dans les effets de mode les uns après les autres. Ils se font tous prendre dans les actions cannabis, l'énergie renouvelable, l'intelligence artificielle. Ils tombent dans tous les panneaux qu'il y a. Pour une raison simple, c'est quand on est gérant de fonds et qu'on fait 10% quand le S&P fait 15 tiré par l'intelligence artificielle, on ne peut pas dire à nos clients on n'a pas d'intelligence artificielle, on ne peut pas dire on a moins de renouvelables, on ne peut pas dire on n'a pas de crypto, enfin encore les cryptos c'est réglementairement compliqué, mais c'est très compliqué pour eux de ne pas être dans les modes du moment. Alors que nous, en tant que particulier, il n'y a personne qui va taper sur notre épaule pour dire pourquoi tu as ci, pourquoi tu as ça, etc. Donc voilà, la patience et le long terme, c'est notre atout. Tu as des investissements alternatifs? Oui, j'ai des investissements. Tout ce qui n'est pas action et bourse. Oui. Donc, j'ai de l'IMO avec Realty immobilier tokenisé, mais c'est aussi qu'on a été sponsorisé par eux. Très franchement, j'aurais été, si j'avais pas eu la chance de faire un partenariat avec eux, j'aurais pas mis le doigt là-dedans. Et puis, voilà, on a fait un partenariat, on a interrogé le PDG, etc. J'ai bien compris tous les rouages, donc j'ai investi là-dedans. J'avais des cryptos, j'en ai plus. Enfin, j'ai des tokens immobiliers, mais j'ai plus de Bitcoin, j'ai plus d'Ether, etc. Ça, je suis sorti. J'ai un peu de forêt, j'ai un peu de SCPI. Voilà, c'est ça en gros. Je réfléchis. J'ai pas de tout ce qui se collectionne, tu vois. J'ai pas de collection de montres, j'ai pas de trucs comme ça. J'ai eu de l'or. J'ai pas de Jaguar non plus. J'ai eu de l'or, surtout de l'or papier. J'en ai plus. Donc ouais, voilà. À part des choses qui restent de l'immobilier ou c'est-à-dire dans le sens forêt ou l'immobilier tokenisé, tu vois, tu peux classer tout ça dans du foncier. Non, sinon j'ai pas grand-chose d'autre. Est-ce qu'il y a des apprentissages de ton passif de trader et de banquier privé que tu peux encore appliquer aujourd'hui et que tu pourrais nous partager? Pour moi, c'est l'humilité face au marché et face aux prévisions. C'est un jeu qui est quasiment perdant. Et quand je vois des gens qui continuent à faire des prévisions à longueur de temps, mais ça marche parce que les gens, ils veulent entendre ça. Là, je sais, désolé pour vous qui nous écoutez, vous aimeriez que je vous dise « Ouais, moi, je pense que le prochain secteur qui va cartonner, c'est ça, il faut revendre ci. » Moi, je suis trop passé par suivre les modes. Tu vois, ça aussi, je me suis trop fait taper sur les doigts en faisant ce genre de choses. Et en fait, d'avoir fait du trading avec tous les instruments à disposition, des options, des futurs, Bloomberg, Reuters, les 8 écrans, les brokers au téléphone à New York, Londres, tous les jours, etc. T'as beau être là-dedans, tu te rends compte qu'au final, la part d'aléatoire, surtout à court terme, elle est énorme. Donc, en fait,
faire du trading ou de l'investissement à un jour, une semaine, un mois, ça pour moi c'est fini. Pour moi c'est la zone qui est la plus trustée par les traders, et pourtant c'est là où il y a le plus de chaos. Donc les professionnels, tu as soit des traders haute fréquence qui sont sur vraiment du très 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 court terme, qui ont un vrai avantage compétitif, mais qui est pas... Ils ont des ordinateurs qui calculent plus vite, ils ont des accès à la fibre au marché qui sont plus rapides, etc., etc. Ils ont des algorithmes plus puissants. Donc là-dessus, tu peux essayer de capter. Il y a toute la zone dont j'ai parlé, donc de un jour à quelques mois, qui est hyper compliquée, hyper compétitive et bourrée de bruit, bourrée d'aléatoires. Et puis après, on a un petit groupe d'investisseurs particuliers ou pros qui vont de Warren Buffett à plein de gens qui nous écoutent, probablement toi, etc. On investit à long terme et ça marche et on est moins stressé et on met de côté. Et surtout, un truc qui est souvent sous-estimé, donc je sors un peu du thème, mais je le dis, et je sais que toi, c'est un peu ton dada, en tout cas, t'en parles beaucoup, c'est l'épargne. Épargner régulièrement, épargner tôt. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus important quand on fait des calculs, jouer un peu avec une feuille Excel, vous allez vous apercevoir que épargner, c'est bien plus important que de savoir si on va faire du 6, 7 ou 8% par an. Au bout de entre celui qui n'épargne pas tout de suite, mais qui va avoir un super rendement dans le futur, ou celui qui commence tôt et puis avec des rendements moyens, celui qui va avoir des rendements moyens mais tôt, il va éclater l'investisseur hyper talentueux qui va commencer 10 ans plus tard. Je peux que plus soyer. Franchement, je pense que c'est le mot de la fin, tu as tout dit. Merci beaucoup Xavier pour ce moment. On peut te retrouver sur Twitter, on peut te retrouver sur quel réseau ? Oui, Twitter c'est le mieux, sur la chaîne YouTube Zone Bourse, voilà. Et puis LinkedIn aussi, il ne faut pas hésiter à se connecter. J'accepte toutes les connexions sur LinkedIn. J'aime beaucoup ce réseau parce que c'est l'anti-Twitter. Tu vois qui sont les gens, tu vois leur parcours, même si c'est pas des cours, et surtout si c'est pas des parcours financiers. J'adore de voir des gens qui se connectent et qui sont dans la grande distribution, qui bossent dans des labos, qui sont policiers, etc. J'adore ça. Donc connectez-vous sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message aussi. Je réponds quand je peux, on va dire. Et voilà. Quand tu n'accueilles pas des gens dans tes appartements. C'est ça, exactement. On mettra tous les liens dans la description. Merci Xavier pour ton temps. Merci Mounir. Merci beaucoup. Ciao.